14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et c'est reparti pour cette deuxième heure, toujours avec le docteur Nazio. On parle de la dépression et son livre ne sortira malheureusement qu'en début 2021. Il y a vraiment de quoi tomber en dépression, docteur Nazio. Alors plus sérieusement, ce qui est intéressant aussi dans ce que vous dites, c'est qu'il y a deux choses qui prédisposent plus à la dépression chez nous, en tant qu'humains. Alors c'est soit une estime de soi un petit peu fragile, ou alors une très très grande sensibilité, une hypersensibilité. Et ça c'est vrai que on le voit bien, les gens qui sont très très émotifs sont souvent plus facilement déprimés, ou en tout cas sont plus à risque. Ça, absolument. Et puis en particulier, j'ai constaté un grand nombre des patients déprimés qui avaient subi des traumatismes dans leur enfance, c'est-à-dire des traumatismes, l'abus sexuel bien sûr, mais aussi la maltraitance ou quelquefois la négligence ou même, par exemple, l'abandon directement. Les enfants qui ont été abandonnés ou maltraités ou abusés risquent, c'est pas sûr, mais beaucoup de ces enfants risquent de devenir des adultes ayant une grande fragilité, une grande disponibilité, susceptibilité de se déprimer. Oui. Ça se comprend, parce que quand on est éduqué, élevé dans une certaine confiance et sécurité, évidemment, ça consolide notre estime de nous-mêmes, et ça donne un socle plus solide. Voilà, exactement. Et vous savez, Brigitte, vous avez dit hypersensibilité. Effectivement, il faut savoir, et notre émission est pour ça, pour informer aussi, que la personne déprimée a été toujours dans une personnalité pré-déprimée. C'est ce qu'on appelle la personnalité pré-dépressive. Donc, et en général, la personnalité pré-dépressive est celle d'une personne qui, étant enfant, a subi une blessure ou un traumatisme particulier. Ça la fragilise et la prédispose à la dépression. Donc la plupart des déprimés, c'est pas des déprimés du jour au lendemain, ce sont des personnes qui sont déjà fragiles à l'avance, avant la dépression. Bien sûr. Roland est avec nous maintenant. Bonjour Roland, merci d'être sur Sud Radio. Bonjour Brigitte, bonjour docteur Nazio et merci de me recevoir à l'antenne. Je vous en prie. Alors, voilà, j'aurais souhaité intervenir à l'antenne pour faire part un petit peu de ma propre expérience et puis de la désagréable mésaventure que j'ai connue avec la dépression et ce que je pourrais appeler avoir subi une dépression. C'est-à-dire que il y a environ 2 ans, j'ai eu des petits soucis de mal-être. Alors je me définirais à la base comme étant quelqu'un qui a toujours été joyeux, toujours a priori sûr de soi, insouciant. Et en 2009, c'est parti, je pense, de ça parce que c'est mon épouse qui m'a mis un petit peu la puce à l'oreille. Du fait qu'on ait eu notre premier garçon en 2009, en septembre 2009, et l'arrivée en paternité a provoqué chez moi, je pense, un déclenchement de quelque chose peut-être d'angoissant. Il fallait sortir de l'adolescence, quoi. Voilà. Alors je pense que sur le coup, je l'ai pas réalisé tout de suite. Et voilà, notre premier garçon à l'âge de 2 mois a fait une pyélonéphrite qui l'a contraint à rester à l'hôpital en surveillance pendant environ presque une semaine. Oui. Donc suite à le premier soir, nous sommes rentrés à la maison tous les deux, tout seuls, mon épouse et moi. Et là, j'ai eu ma première crise de nerfs, ma première grosse crise d'angoisse. Que j'ai eu du mal à gérer, que j'ai eu du mal à expliquer. Je voulais absolument retourner à l'hôpital, rester auprès de mon fils, et je voulais absolument pas, et je comprenais pas qu'on puisse refuser la présence d'un parent auprès de notre enfant.
Donc mon épouse a discuté un petit peu avec moi, elle est beaucoup plus pédagogue et beaucoup plus posée que moi à ce niveau-là, donc elle a réussi à me calmer. Et puis le temps passant, bon, les choses se sont arrangées. Et quelques mois plus tard, quelques années après, à chaque fois qu'on partait en vacances, une année, je me souviens, on était en Espagne sur la route, on s'est arrêté à l'hôtel, et puis là, bon, notre garçon était déjà un petit peu plus âgé. Et là, je ne saurais pas vous expliquer pourquoi j'ai commencé à rentrer dans une espèce de transe panique, une peur panique, de voir un souci de santé, de partir à l'étranger comme ça, et puis d'être un petit peu livré à moi-même avec un enfant à charge, mon épouse. Et c'est là où j'écoutais tout à l'heure l'intervention de la personne précédente, pardon, qui disait Gabriel, que voilà, exactement, qui avait le sentiment d'impuissance. ce sentiment d'impuissance, exactement, parce que j'ai toujours eu l'impression de vouloir gérer les choses moi-même, de vouloir, j'ai toujours eu cet instinct protecteur naturel, et pas que pour moi ni pour mes proches, mais j'ai toujours souhaité intervenir aux personnes en difficulté. Voilà, à la base, je devais être pompier, je l'ai pas été, je l'ai pas été, je n'ai pas devenu pompier. Mais bon, j'ai réussi, j'ai insisté pour faire pour passer mes attestations de secouriste. Donc, je suis secouriste. Donc, je pense qu'il y a réellement chez moi une part de quelqu'un qui aime aider les autres naturellement. Et le fait justement de me sentir démuni face à ce type de situation a engendré petit à petit, je pense, une sorte d'impuissance qui, au fil du temps, s'est caractérisée par je pense, le constat Mais je trouve Roland que votre témoignage est intéressant aussi parce qu'on voit à quel point c'est au moment où votre bébé est grave, enfin vous avez eu peur de le perdre, et on voit encore une fois comment la perte peut déclencher en tout cas des crises d'angoisse profonde, voire des déprimes. Non, docteur Nasio? Oui, d'abord, je trouve que pour Roland, d'abord, merci Roland de votre témoignage. C'est pas facile de faire état des choses que vous avez vécues, difficiles. Je me permets de dire que pour qu'il y ait eu cette crise de nerfs que vous avez eue, surtout lorsqu'on vous a refusé la présence pour accompagner votre enfant, que vous sentiez qu'il avait besoin de ses parents, et que vous êtes secouriste, ce qui est toujours la même question, c'est-à-dire l'angoisse de ne pas pouvoir porter secours à celui qui souffre, que ce soit votre enfant bébé ou plus tard. Mais l'homme, le Roland d'aujourd'hui qui peut me dire ça, je peux dire, tel que j'ai appris dans l'expérience avec mes propres patients, que c'est un homme qui déjà était angoissé avant. Vous avez dit, je n'étais pas souciant. Permettez-moi, je corrige. Je ne le pense pas. Je pense que vous avez été toujours un homme très sensible. Et parce que c'est seulement un homme très sensible avant qui peut avoir des crises de panique comme celle que vous avez eue à l'hôtel, ou la crise des nerfs ou la difficulté lorsque votre enfant est né, qui, comme dit Brigitte, effectivement, on a eu peur non seulement de ne pas pouvoir l'aider, mais de le perdre, effectivement. Mais il y a une sensibilité en vous depuis l'enfance. Hein. On n'a pas parlé de votre enfance et du contexte de vos parents. Mais je me permets de dire que certainement vous étiez déjà fragile avant d'avoir cette expérience avec votre fils. Oui, je pense que c'est vrai. Alors je n'ai pas de souvenir, bon, comme l'auditeur précédent, j'ai le souvenir d'une espèce de petite bagarre entre mon père et ma mère, quelque chose de toujours traumatisant pour un enfant, c'est sûr. Mais je pense avoir vécu une enfance heureuse malgré tout. Vous étiez les seuls enfants ou il y avait une fratrie? Alors j'ai été élevé un petit peu comme un fils unique parce que j'ai un frère qui a 14 ans de plus que moi. Un demi-frère. Voilà. Alors c'est un frère puisqu'on est frères
on est frères, vraiment frères, c'est pas des demi-frères. Mais disons que lui a vécu sa vie de son côté, on n'a pas eu vraiment de complicité. Il s'occupait de moi quand j'étais petit, plus comme un fils que comme un petit frère. On n'a pas eu vraiment de jeu comme un enfant de 5 ans et un autre de 10 ans pourrait avoir, par exemple, comme mes 2 enfants actuellement. Mais j'ai vécu une enfance, on va dire, heureuse, je pense. Oui, surtout, je dirais, si vous me permettez, Roland, oui. une enfance comme un enfant, le enfant unique, comme vous disiez, et dans ces cas-là, certainement surprotégé. D'une enfant. Alors, l'enfant qui est surprotégé, trop choyé, souvent, oui. c'est un enfant qui est très sensible et peureux. Oui, je suis d'accord. Voilà, et ça c'est une chose que je dis aux mères qui viennent me consulter. Aimez infiniment votre enfant, surtout votre garçon, mais attention, ne le surprotégez pas parce que vous l'affaiblissez, madame. Il faut que l'enfant puisse aussi apprendre à se défendre, apprendre à vivre des moments de difficultés. Et je pense que Roland a été un enfant surprotégé et du coup avec une fragilité qui s'est révélée certainement à certains moments de sa vie et en particulier à ces moments. Si on fait sur un plan symbolique, d'ailleurs, docteur Nazio, c'est assez intéressant. Roland surprotégé par ses parents et certainement par sa mère, et tout d'un coup face à son fils qu'il n'arrive pas à surprotéger, et on voit bien que là, tout d'un coup, se déclenche cette première anxiété, quoi. Absolument, on est vraiment Comme toujours, je considère que vous êtes une excellente clinicienne. Chaque fois, j'ai l'occasion de vous le dire. Parce que là, la remarque que vous venez de faire complète parfaitement le tableau que j'étais en train de faire. Absolument. Votre analyse, bien sûr. Absolument. Parce que je vous écoute, docteur Nazio. Vous savez, on est un bon élève quand on a un bon maître. Hein. Alors justement, si je peux me permettre, en parlant de bon élève et de bon maître, j'ai la deuxième partie en fait de mon expérience qui me permet de dire que les choses vont un petit peu mieux, du moins je les gère différemment. Je vais essayer d'être bref pour pas trop occuper l'antenne. Il y a à peu près 2 ans, professionnellement parlant, je m'étais beaucoup attaché à obtenir une mutation. Je comptais beaucoup sur cette mutation qui malheureusement n'a pas abouti malgré tous les feux qui étaient ouverts. Et suite à ça, j'ai eu une perte de contrôle, de gros doutes en moi qui ont fait que j'ai malgré tout essayé de mettre ça derrière moi, de l'avaler, comme on dit, un petit peu d'avaler la pilule. Et puis peu de temps après, j'ai fait une grosse crise d'épilepsie au travail. Et cette crise d'épilepsie, c'était une très grosse crise d'épilepsie. Donc j'ai été hospitalisé. Je ne sais pas trop pourquoi j'ai eu cette crise d'épilepsie. Donc cette crise que vous avez fait à l'hôpital en allant en Espagne, c'est peut-être déjà à ces moments-là, il y a eu un problème épileptique. Oui. C'est sûr. Entre cette crise d'épilepsie que j'ai eue il y a 2 ans, qui s'est déclenchée, on ne connaît pas vraiment trop les raisons, et puis cette première crise que j'ai eue en Espagne, il s'est écoulé quand même pas loin de 7 ans, 7-8 ans à peu près. Hein. Voilà. Donc, mais c'est une période pendant laquelle justement j'ai eu, en fait, mon épouse m'a dit que j'ai commencé à être très angoissé, du moins ces angoisses, ces peurs, ce stress est survenu après la naissance de notre premier garçon. C'est un constat de sa part. Et à partir de là, le point culminant justement de toute cette situation, ça a été que après cette perte de confiance totale, justement dans une période de dépression où j'étais au travail. Et je sais pas si, je pense que c'est arrivé déjà à certains auditeurs, ils vont peut-être reconnaître ce type de symptômes. J'ai l'impression de
d'avoir perdu, d'avoir des sentiments complètement altérés, d'avoir tout ce qui était autour de moi complètement déformé. J'entendais des choses à la radio qui prenaient un sens complètement différent pour moi. Et je me suis dit, mais je suis en train de devenir fou, et j'ai eu très très peur. Donc j'ai noté toutes mes sensations que je ressentais, des choses bizarres comme ça, sur un papier. Et je me suis dit, le lendemain, je vais voir mon médecin, je vais lui expliquer tout ça. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais bon, évidemment, j'ai fait quelques recherches sur Internet et j'ai vu que ça correspondait à un type de dépression. Et donc, à partir de là, Oui. j'ai eu très très peur, parce que en allant très très loin dans la dépression, on tombe sur des choses qu'on veut pas connaître, qu'on veut pas savoir. Et ça parle de suicide, ça parle d'infanticide, ça parle de plein de choses comme ça. Et j'ai eu peur de perdre le contrôle de moi-même et de faire Oui, mais des bêtises Roland, pour je moi rappelle et pour mon souvent, entourage. Ouais. vous inquiétez pas, il faut pas regarder sur Internet tout ce qu'on peut, il faut en parler avec un bon thérapeute ou un bon médecin. Et a priori, vous avez pris conscience de votre fragilité, et maintenant c'est à vous de la gérer. Je pense, docteur Nasio, qu'il il faut jamais aller voir sur Internet ce qui peut nous arriver, parce qu'on voit toujours le pire. Et ça, c'est assez terrifiant. Allez, merci en tout cas. Merci en tout cas, Roland, de votre témoignage. Allez, on se retrouve dans un instant avec Pierre Lassus, qui va nous parler des parents maltraités et non pas des parents maltraitants. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Vrai Sud Radio. Parlons vrai.